Et pour débuter cette émission, nous accueillons Ninon au 39 21. Bonsoir Ninon. Bonsoir. Bonsoir. D'où nous ah non, je ne dois pas vous demander d'où vous m'appelez. Quel âge avez-vous Ninon? J'ai 32 ans. 32 ans. Alors, de quoi voulez-vous me parler? Écoutez, moi ce soir, déjà je vous remercie vraiment de me laisser la parole Je vous en prie. et ce soir j'ai envie de vous parler vraiment d'une cause qui m'est très chère, parce que ça nous est arrivé dans notre famille. Nous avons été accusés de maltraitance, pour être très précis du syndrome du bébé secoué, Oui. alors que nous crions vraiment notre innocence depuis le début et que notre petit garçon est en réalité malade depuis sa naissance et Alors, qu'il a subi un mauvais diagnostic. ce syndrome du bébé secoué pose véritablement un problème en France, hein, qui gère cette problématique précisément très différemment qu'en Allemagne, par exemple, ou en Belgique. Et il y a beaucoup de difficultés pour les autorités françaises et pour les experts, visiblement, à établir un bon diagnostic. On voit depuis des années en France nombre d'erreurs qui amènent des parents et des enfants donc dans des situations dramatiques, comme celle, je suppose, dont vous allez nous parler, Ninon. Tout à fait, oui, c'est exactement ça. Ça a commencé comment, cette histoire? Dites-moi. Cette histoire, elle a commencé, je pense qu'il faut la prendre depuis le début. Oui, Le début, c'est notre famille. Notre famille, on a une grande qui est aujourd'hui âgée de 5 ans et on a voulu donner un petit frère ou une petite sœur à notre grande et puis surprise, on a eu des jumeaux. Donc ça a été une super surprise. Il y en avait déjà dans ma famille. Et en fait, voilà, la grossesse s'est très bien passée et ça commence vraiment à l'accouchement. Où pendant mon accouchement, donc voilà, un accouchement de jumeaux, 2 garçons. Et là, mon premier sort et en fait, pour sortir, il faut faire une manipulation pour qu'il soit mieux placé, alors qu'il était déjà bien la tête en bas. Et là, en fait, a été causé un traumatisme crânien. Lorsqu'ils font la rotation, en fait, voilà, là, l'interne appuie trop fort, sûrement, je ne sais pas, hein, mais en tout cas, il y a un geste qui fait que ça crée un traumatisme crânien chez lui. Donc on s'en aperçoit très vite, hein, parce que ça s'appelle un céphalématome. C'est vraiment une énorme bosse au niveau de la tête qui grossit directement. Et en fait, cette bosse va grossir de jour en jour, de semaine en semaine. oui. Notre petit garçon est aussi atteint d'une maladie génétique parce que dès l'accouchement, on se rend compte, on s'en était pas rendu compte lors des échographies, mais voilà, qu'il a plusieurs légères malformations, hein. Je tiens à rassurer tout le monde qui nous écoute, il va très bien aujourd'hui. Il a voilà, des surprises, des particularités, comme on l'a appelé dès le début, mon bébé surprise. Mais en tout cas, il s'évoluait totalement normalement et donc on a évolué avec lui de jour en jour pour voir un petit peu comment ça allait être pris en charge. Mais vraiment, donc lui, voilà, il a deux particularités et au niveau de sa tête, ce gros céphalématome qui n'a cessé de grossir et aussi vraiment un énorme point d'interrogation au niveau de sa génétique. Donc, on est rentré à la maison avec les garçons quelques jours après l'accouchement, hein. On nous a laissé sortir sans plus de recommandations à la maison et on était plutôt très inquiets parce que sa bosse grossissait vraiment de jour en jour. Il faut imaginer la tête d'un nourrisson, vous voyez, et lorsqu'il était âgé de 1 mois et demi, sa bosse sur sa tête faisait 7 centimètres de large sur 2 de hauteur. Donc sur D'accord. la tête d'un nourrisson, c'est vraiment énorme et on se questionnait énormément et donc on a fait appel au médecin, on a envoyé des mails à sa pédiatre et voilà, donc on a appris le terme céphalématome, mais qu'il fallait le suivre, mais sans plus.
Et notre petit garçon, un soir, c'était un petit garçon très calme, hein. Il faisait quasiment ses nuits. Il y avait plus qu'un réveil, par nuit, donc il était vraiment, très, très calme et pendant une nuit, il a fait un malaise, dans mes bras. Hem et voilà, j'ai tout de suite appelé le 15 en disant: «C'est pas normal, il fait un malaise». Et lorsque je suis arrivée à l'hôpital, ils ont fait, un IRM et là, ils m'ont dit: «C'est bon, on sait». Donc je dis: «Bah, super, vous allez pouvoir me dire pourquoi est-ce qu'il a fait un malaise?» Et ils m'ont dit: «Oui, oui, mais il faut absolument aller chercher, son frère». Donc je dis: «Ah bon, pourquoi? C'est grave? Est-ce que c'est enfin, qu'est-ce que c'est?» «Non, non, on ne peut pas vous en dire plus, il faut absolument aller chercher son frère». Donc je suis allée chercher, son frère, mais ils m'ont dit que voilà, l'état de mon petit pouvait très rapidement se dégrader. Donc c'était quand même très inquiétant, et donc je suis arrivée avec, mon deuxième à l'hôpital et là j'ai demandé comment allait, mon petit et on m'a annoncé que voilà, qu'il allait devenir aveugle et qu'il allait avoir, des problèmes, des lourds problèmes au niveau handicap pour toute sa vie. Donc ça a été très violent comme annonce. On s'y attendait pas du tout, surtout qu'il avait l'air de très bien évoluer à part, la bosse qu'il avait au niveau de sa tête et là on m'annonce qu'en fait il a du sang dans le cerveau et je leur dis tout de suite, je leur dis, mais il avait du sang, déjà dans le cerveau, et dans le fond de l'œil à sa naissance. Donc c'est peut-être, son traumatisme crânien qui ressaigne et on me dit: «Non, de toute façon, on ne regarde pas les antécédents. On regarde simplement l'IRM et on arrive à savoir». Et là déjà ça m'a enfin, comment ça on ne regarde pas les antécédents? Enfin, chez un petit comme lui avec, son traumatisme crânien à peine, qui avait 2 mois, donc il était encore très, très visible sur sa tête, et en plus avec les recherches génétiques qui étaient en cours, mais on le sait, les recherches génétiques c'est très long. Donc enfin voilà, pour moi, si c'était mon deuxième qui avait fait un malaise, là, oui, effectivement, on pourrait pas savoir d'où ça vient. Mais là, mon petit, lui, il avait vraiment des antécédents. Et qu'on me dise, on ne prend pas en compte des antécédents, en tout cas, ce n'est pas nécessaire avec l'IRM, on peut savoir avec certitude ce qu'il a, ça m'a interpellée. Et ensuite, c'est allé très vite, hein. Pendant plusieurs jours, on était donc à l'hôpital. Ils ont enchaîné les examens. On posait beaucoup de questions et vraiment on sentait une tension de la part du corps hospitalier où ils voulaient pas répondre à nos questions. Ils- un peu, ils nous ignoraient ou enfin, je sentais qu'il y avait quelque chose qui se passait, mais alors je pouvais pas dire quoi. Et puis alors j'étais à milieu de m'attendre à ce qui allait se passer en fait. Et un jour, ils nous ont voilà, convoqués avec mon mari dans une salle à l'hôpital et ils nous ont annoncé que voilà, notre petit avait soit une maladie rare génétique incurable auquel il n'y aurait jamais de traitement, soit qu'il avait subi un énorme choc, mais énorme, d'une violence telle d'un accident de voiture à Oh là 150 là. km/h. C'est pas un petit choc. Alors, et ils n'arrêtaient pas de nous dire: «Mais qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là?» Donc on l'a raconté, mais on l'a raconté une centaine de fois et puis on cherchait. On cherchait parce qu'on s'est dit: «Bah, il s'est passé quelque chose». On nous dit qu'il faut chercher, qu'il s'est passé quelque chose. Alors je me suis dit: «Peut-être avec la poussette, un trottoir», enfin mais c'était quelque chose de petit. Je veux dire, nous, on était vraiment dans l'état d'esprit que si il s'était passé quelque chose ou si on avait fait quelque chose malencontreusement et ce qui peut arriver, une chute ou la poussette, enfin je ne sais pas, mais si on avait fait quelque chose qui avait pu, faire du mal à notre enfant, nous tout ce qu'on voulait c'est qu'il soit pris en charge le plus rapidement possible vis-à-vis de ce qui lui avait fait faire son malaise. Donc on cherchait vraiment toutes les explications possibles pour qu'il puisse être pris en charge le plus rapidement possible et donc soigné le plus rapidement possible. Et là, ils nous ont dit: «Non, non, c'est vraiment quelque chose de très, très violent, quoi, hein, c'est pas un petit choc à la tête, c'est vraiment d'une violence inouïe, quoi». Donc et puis ça s'est passé cette nuit-là, ça ne
pouvait pas se passer un autre jour. C'est vraiment là, ça s'est passé là. Donc, mais tout le monde dormait. Tout le monde dormait cette nuit-là. C'était le calme. En plus, on avait d'autres personnes qui étaient chez nous, donc on n'était pas seuls avec notre enfant. C'était vraiment le calme absolu. Donc tout de suite, nous, avec mon mari, on s'est regardés et puis on s'est dit, bah, on va opter pour la maladie rare, incurable, Oui. qui n'existe pas encore. Parce Mmh. que quand on vous donne ces deux possibilités-là, bah, bah, on va prendre celle-là. Et là, c'est allé très vite encore derrière. Ils nous ont dit qu'ils allaient faire un signalement. Et derrière, on a été convoqués par les gendarmes. Et là, on s'y attendait pas, mais d'un côté, on était même un peu contents parce que on s'est dit, les gendarmes nous ont appelés en disant, on a envie de vous entendre. Et on a dit, ah, enfin, quelqu'un va nous écouter parce que depuis le début, nous, on dit que notre petit ne va pas bien, qu'il a un traumatisme crânien, qu'il a des problèmes génétiques, mais l'hôpital nous dit non, 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 c'est autre chose. Donc nous, on était même contents d'aller échanger avec des personnes enfin, où il y avait un échange. Et là, c'est allé très vite. Ils nous ont très vite dit, les gendarmes, qu'il y avait une OPP, donc une opération de placement provisoire, euh, qui était émise. Et donc, voilà, sur nos jumeaux, donc nos deux garçons étaient placés. Et là, Là, le c'est le ciel ciel, qui vous ah tombe sur oui, la tête. je veux bien vous croire. Enfin, là, vous êtes dans un monde surréaliste où vous vous dites, mais comment c'est possible? Comment c'est possible d'en arriver là, aujourd'hui, enfin, alors qu'on n'a rien fait? Enfin, forcément que la vérité va finir par se savoir. Il y a une énorme erreur. Euh, c'est pas possible que ça arrive. C'est improbable. Donc, Ça doit être la panique totale quand on vous annonce ça, non? ah bah vous comprenez pas. C'est comme si on vous parlait un autre langage. Moi, quand j'ai dit, après mon interrogatoire, parce qu'on était là simplement entendu, j'ai dit, je retourne à l'hôpital. Et on m'a dit, non, vous n'avez pas compris. Vous ne pouvez plus y retourner. Non, mais ouais, bon. C'est pas possible. Et Vous rentrez chez vous. malgré le fait que on puisse soupçonner quand même en tout cas que la première hypothèse soit que c'est au cours de l'accouchement que se soit passé quelque chose? Eh ben oui, oui, malgré ça, parce qu'en fait le problème et après ce qui s'est passé en fait après, c'est que en retournant à la maison, je me suis mise je me suis mise en mode je sais pas, guerrière. Enfin, pour Oui. moi, il fallait que je trouve. On était en train de purement attaquer notre famille et il fallait qu'on se défende. On Ah, nous on était en accusait train d'être de, oui, d'être des parents maltraitants, carrément. voilà, on nous avait mis une étiquette sur la tête et il fallait absolument que je l'enlève et de rétablir la vérité. Et il fallait absolument que qui est en train c'est quoi ça? Et en fait, le premier domino est tombé. Et là, en fait, il y a eu un enchaînement de dominos. Le premier tombe et après les autres tombent et c'est impossible de les arrêter. C'est une machine. Une fois qu'il y a un signalement qui est fait, derrière, ça s'enchaîne et ça va très vite. Et moi, j'ai fait beaucoup, beaucoup, Racontez-nous beaucoup de d'ailleurs, recherches. euh, euh, donc l'hôpital fait un signalement, je suppose, à l'ASE. Oui. Ensuite, vous avez Alors, affaire au procureur. au procureur. Et donc le procureur missionne l'ASE de s'occuper de cette situation. Voilà. En fait, quand il y a un signalement qui est fait sur, moi, je vais parler du syndrome du bébé secoué parce que je ne connais pas d'autres Oui, signalements, oui. heureusement. Mais ça ouvre à la fois une enquête éducative, donc pour protéger les enfants, Mhm. et ça ouvre une deuxième enquête qui est une enquête pénale. Et pour savoir, et donc là, il y a une enquête qui est faite pour interroger tout votre entourage, vos voisins, vos collègues de travail, votre famille, la nounou, tout le monde. Tout le monde est interrogé, toute votre vie est passée au peigne fin. C'est une enquête, alors j'ai envie de dire, franchement, c'est très protocolaire, c'est très bien fait. Euh, les bébés secoués, là-dessus, j'ai envie d'être vraiment totalement transparente et claire. Les bébés secoués, ça arrive, malheureusement. Et les enfants et les parents
je veux dire, les enfants doivent être protégés. Lorsqu'il y a une maltraitance qui est faite envers un enfant, c'est inadmissible et il faut absolument que l'enfant soit protégé et que et que les parents soient accompagnés et il faut que la vérité éclate. Là-dessus, il y a aucun problème. Et le problème, c'est que lorsqu'il y a un signalement qui est fait vis-à-vis du syndrome du bébé secoué, c'est fait vis-à-vis donc de symptômes, donc de sang dans le cerveau sous forme d'un hématome sous-dural, mais aussi de sang dans le fond de l'œil et la rupture des veines ponts. Ça s'appelle la fameuse triade. Et du moment où il y a cette triade, aujourd'hui, à l'heure où on parle, voilà, il y a les recommandations de la Haute Autorité de Santé qui disent que lorsqu'il y a cette triade-là, ou un des trois, on peut poser de façon certaine le syndrome du bébé secoué. Et donc, ça enchaîne l'ouverture, directement ça enchaîne un signalement et donc l'ouverture de 2 enquêtes, éducatives et pénales. Et l'éducative, les enfants sont placés et derrière, vous pouvez voir vos enfants à hauteur de quelques heures dans la semaine, accompagnés d'assistantes Surveillé, sociales ou oui. d'éducatrices spécialisées, vous Oui. êtes surveillés Mhm. et les enfants sont pris en charge et les parents, on les accompagne et ensuite il y a l'enquête pénale qui continue. Donc ça, en fait, c'est très bien fait lorsque effectivement l'enfant a réellement été secoué. Nous, et malheureusement je ne suis pas la seule aujourd'hui en France à être accusée de ce symptôme-là, aujourd'hui on est 900 familles à dire qu'on n'a rien fait et que notre enfant est malade et présente les mêmes symptômes que celui du bébé secoué. Comme, je ne sais pas si vous connaissez, le syndrome de Silverman. Le syndrome de Silverman, ça dit, c'est quand un enfant a beaucoup de fractures. Ce qui est aujourd'hui, on la connaît, la maladie des os de verre. Oui. Et le syndrome de Silverman, c'est si on n'a pas d'explication aux fractures, dans ce cas-là, c'est une maltraitance. Et pendant des années, pendant 20 à 30 ans, les enfants ont été placés, alors qu'en réalité, il y a une maladie, aujourd'hui qu'on connaît, qui s'appelle la maladie des os de verre, qui peut être détectée sous forme d'un test génétique. Et là, on arrive à voir qu'en fait, l'enfant n'a pas été maltraité par ses parents, mais qui est en fait atteint d'une maladie génétique. Et c'est une maladie où il faut qu'il soit pris en charge. Et nous, aujourd'hui, on se bat. Et donc, je fais partie d'une association qui s'appelle Adikia, et qui se bat pour dire, nous, on subit le syndrome du bébé secoué. S'il n'y a pas d'explication au saignement, dans ce cas-là, c'est une maltraitance. Et nous, dans notre cas, on avait même une explication. Soit c'était le traumatisme crânien, soit c'était une recherche génétique qui était en cours en plus. Et en attendant d'avoir ces réponses-là, donc les enfants sont placés. Moi, personnellement, je vous le dis, Olivier, si mes enfants avaient été placés au début, qu'il y avait eu des recherches, et que là, ils se seraient rendus compte qu'effectivement, c'était dû au traumatisme de la naissance ou c'était dû à un problème génétique, et qu'ensuite, on nous aurait redonné nos enfants, eh ben, très bien. Oui, Enfin, si les choses s'étaient passées vite, vous voulez dire. oui, vite. Et non, le placement a duré des mois et on a dû se battre. Et même encore aujourd'hui, en France, on ne reconnaît pas, comme vous l'avez dit au début, on ne reconnaît pas les diagnostics différentiels. Et les diagnostics différentiels, c'est des maladies qui peuvent provoquer les mêmes symptômes qu'une autre. Et dans les autres pays dans le monde, parce que ce problème il est mondial, Oui. par exemple la Suède, elle a mis dans ses recommandations qu'une IRM simple ne suffisait pas pour poser de façon certaine le syndrome du bébé secoué. Il fallait autre chose. Alors on va continuer à parler justement de ces évaluations qui sont un petit peu au petit bonheur la chance, parce que on a l'impression qu'il y a simplement une manière vue par les experts en France et que que les conclusions vont très vite Oui. parce que justement il n'y a pas assez d'examen de la situation. On va marquer une pause, Ninon, et puis on se retrouve dans quelques secondes, d'accord ? D'accord. À tout de suite.
Sur Europe 1, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 01 80 20 39 21. Numéro non surtaxé, prix d'un appel local. 23h32, vous êtes sur Europe 1 et vous pouvez composer le 01 80 20 39 21 si vous souhaitez me parler, bien évidemment. Ninon, vous parliez donc de cet IRM, simplement, et la décision qui en découle. En Suède, par exemple, qu'est-ce qu'on fait de plus ? Alors, en Suède, eux, ils ont écrit que on ne pouvait pas poser avec certitude le syndrome du bébé secoué seulement avec une IRM. Il fallait qu'il y ait d'autres facteurs, par exemple, des micro-fractures au niveau des cervicales. Parce Oui, que lorsqu'on secoue un enfant oui, vraiment très fort, oui. il y a je suppose qu'il y a des micro-fractures au niveau des cervicales. Alors Nous, justement, ce oui, détail-là, Ninon, il est très important parce qu'en Allemagne aussi, le syndrome du bébé secoué est établi à partir du moment où il y a des traces sur les cervicales. Or, en oui, France, on n'étudie absolument pas ce côté-là des choses. oui, Donc on a deux philosophies de tests, en fait, entre deux pays voisins, amis, mm, européens. Et en France, on se refuse à faire cet examen-là qui, visiblement, est vraiment la preuve irréfutable qu'en tout cas, l'enfant a subi, en tout cas, la tête de l'enfant a subi plusieurs allers-retours, endommageant les cervicales. Là, oui. votre bébé n'avait absolument rien aux cervicales. Non, il a Ça, d'ailleurs passé, il me semble que ça s'appelle une scintigraphie. C'est vraiment une radio beaucoup plus poussée où ils lui ont injecté un produit afin de voir vraiment les micro oui, fractures. oui, parce que Et il n'en avait aucune. c'est un examen très précis en plus. Et Oui. euh, est-ce qu'il y a eu des experts nommés sur votre affaire ? Alors, lorsqu'il y a un signalement, la juge ou le parquet décide de dire on va mettre tout le dossier médical de l'enfant sous scellé et on va l'envoyer à un expert. Donc moi, lorsque j'ai appris ça, j'ai tout de suite appelé mon avocat. Et d'ailleurs, mon avocat, je tiens à le dire, c'est Maître Grégoire Etriard, qui est sur Paris. Et je l'ai appelé, je lui ai dit, Maître Etriard, c'est incroyable, on est sauvés parce qu'ils vont prendre tout son dossier médical et ils vont bien voir qu'il y a eu un traumatisme à la naissance. Ils vont voir qu'il y a une recherche génétique qui est en cours parce qu'il a des malformations, qu'il a des particularités. Et là, il m'a dit, je tiens à vous dire que non, malheureusement, l'expertise va sûrement revenir en confirmant le Oui. syndrome du bébé Ah oui, il y secoué. avait de grandes Et j'ai dit, mais chances. comment c'est possible? Mais comment c'est possible? Et il me dit, parce qu'en fait, dans la liste des experts, il n'y en a aucun qui est neuropédiatrique. Il n'y en a aucun qui est neuropédiatre. Aucun. Ce qui paraît complètement incroyable, hein, excusez-moi. Ben oui, mais comment c'est possible? Mais même moi, je n'y croyais pas. Je dis, comment c'est possible? Enfin, il y a une liste des experts. Elle est réalisée par qui, cette liste des experts? Qui nomme les experts? Et c'est donc la Haute Autorité de Santé fait une liste avec les experts. Et sauf que là, dans le cas des syndromes du bébé secoué, il n'y en a aucun qui est neuropédiatre. Et donc, c'est des médecins légistes ou des médecins avec d'autres compétences qui vont regarder le cerveau d'un enfant. Alors peut-être qu'ils ont des connaissances dedans, mais pas aussi techniques qu'un neuropédiatre, qui lui, c'est vraiment son métier. Et donc, ce qu'ils ont fait, et nous, dans l'expertise qu'on a reçue, il est écrit qu'eux, ils se sont reposés sur la recommandation de la Haute Autorité de Santé pour poser leur diagnostic. Donc en fait, c'est le serpent qui se mord la queue. La Haute Autorité de Santé émet des recommandations, donne ensuite le dossier médical qui a été mis sous scellé à des experts qui, eux, se reposent sur les recommandations de la Haute Autorité de Santé. Ouais, Moi, je ne comprends pas. c'est hallucinant ce que vous nous expliquez. Mais, donc, s'il y avait eu un neuropédiatre, alors moi, c'est tout le travail que j'ai fait, c'est-à-dire j'ai réussi, et non sans mal, hein, si je vous racontais comment j'ai réussi à obtenir les pièces du dossier médical de mon fils, alors que c'est dans mon droit, en tant que maman, d'avoir accès au dossier médical.
j'ai dû m'y prendre à 3 fois parce qu'il me reconnaissait et donc il ne voulait pas me donner le dossier médical. Et c'est très, très long. Des fois, ils mettent des années, mais vraiment, ils mettent des années pour vous redonner le dossier médical de votre enfant. Donc moi, j'ai réussi à le récupérer avant qu'il ne soit mis sous scellé. Donc j'avais l'IRM et je l'ai envoyé à un neuropédiatre. J'en ai envoyé à 3. J'en ai trouvé 3. 3 D'accord, neuropédiatres d'accord. qui m'ont envoyé des expertises. Et ces expertises, elles ont confirmé que le sang qu'il y avait à l'intérieur du cerveau de mon fils provenait bien de l'accouchement, que ça avait ressaigné tout seul et qui souffrait d'une hydrocéphalie externe qui avait compressé son cerveau pendant 2 mois, parce qu'il avait 2 mois et demi. Oui. Et en fait, sa tête a grossi anormalement. Et ça a fait que ça a pété à l'intérieur. Mais je, L'hydrocéphalie externe, c'est une maladie connue oui, mais aujourd'hui. je suppose que ces pièces-là que vous avez fournies n'étaient pas valables pour l'autorité, en tout cas pour la justice. Bah, pas suffisamment. Est-ce qu'elles ont été Pas prises en compte? suffisamment. Pas du tout. Eh ben, très peu pris en compte parce que ce n'est pas les experts qui sont mandatés par la Haute Autorité de Santé. Oui, mais Et donc, on a d'un ils perdent en côté, crédibilité. ben oui, mais on a d'un côté des experts mandatés par la haute autorité, dont qui ne sont pas pédopsychiatres, comment vous me disiez tout à l'heure, Neuropédiatre. neuropédiatres, donc qui n'ont pas les Oui. qualifications pour Mm. euh, constater les dégâts qui peuvent être faits sur un petit comme ça. Et de l'autre côté, vous produisez des pièces émanant de personnes qui connaissent Oui, connaissent bien les conséquences que peuvent être celles d'un bébé secoué, et on ne vous écoute pas. oui, C'est tout ce c'est tout que à fait ça. c'est tout ce qu'on peut constater. Et on vous retire vos Oui. enfants. Oui, et ces pièces-là, j'ai quand même réussi à les obtenir assez rapidement. Et même avec ces expertises-là, mes petits m'ont été enlevés pendant 5 mois. Vous savez, Et la semaine dernière, on a accueilli Maître Serrada sur cette antenne qui nous parlait globalement de la thèse qu'elle avait écrite sur les placements. Et il est oui, certain qu'elle parle beaucoup des placements abusifs. Euh, Vous faites partie des placements abusifs dans le cas que vous nous exposez ce soir, parce que c'est vrai qu'il lui est beaucoup reproché d'avoir écrit en une de son bouquin vous aimez vos enfants, mais pourtant demain ils peuvent vous être enlevés, qui que vous soyez. Mais finalement, ce soir, vous êtes en train de confirmer ce que Maître Serrada met sur la une de son bouquin. Euh, vous n'aviez pas vous n'aviez jamais eu de soucis, vous avez une famille tout à fait équilibrée, vous travaillez tous les deux, c'est ce que je lis dans ma fiche. Euh, vous avez été contrôlé un peu socialement? Est-ce qu'ils sont venus voir comment vous viviez, où vous habitiez, comment allait votre petite fille de 5 ans? Je veux dire, oui. quand on a affaire à des parents maltraitants, ça se ressent. Alors, je ne vais pas dire ce soir que c'est d'une facilité déconcertante, mais enfin, on sent quand même quand on a affaire à des gens qui ne sont pas très en place dans ce type de cas. Oui, 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 bien évidemment. De toute façon, toute notre vie a été étalée, tel Ah oui, un livre oui, ouvert. oui. Suite à l'ordonnance donc de placement, on a eu les assistantes sociales qui sont venues bien à la maison. On a aussi les gendarmes qui sont venus pour prendre en photo toute notre maison. Ils nous ont perquisitionné nos téléphones portables, les ordinateurs, tout. Ils ont tout pris pour voir s'il y avait quelque chose. Ça, Ils c'est ont la appelé les police? personnes. C'est la Ça, police c'était qui la fait ça? police. Ouais. Oui. Et après, il y a les assistantes sociales et elles sont venues. Et en fait, elles étaient là pendant les visites qu'on avait. Donc, on avait le droit à 2 heures avec nos enfants par semaine. 2 heures, c'est rien. Donc, 2 fois 1 heure. Donc, une fois le lundi et puis une autre fois en fin de semaine. Et là, vraiment, je tiens à le dire, on a eu énormément de chance parce qu'on est tombé sur des personnes qui étaient vraiment dans le travail euh, pour l'enfant, dans la bienveillance et dans l'intérêt de l'enfant. Et donc, ces personnes-là se sont tout de suite rendues compte qu'on n'avait rien à faire dans les locaux de l'ASE.
Et ils nous ont aidés, ils ont écrit la vérité, hein. Nous, on n'a jamais été en train de leur dire, moi je leur disais que j'avais reçu des expertises, je leur disais que j'étais inquiète parce que mon enfant n'était pas pris en charge, parce qu'il faut savoir qu'ils font le signalement et ensuite il ne se passe plus rien. Oui, c'est-à-dire que Votre enfant, il n'est oui, pas pris en charge oui. en fonction Ce qui de devrait réellement ce ce qui qu'il a. devait ce qui devrait être la première chose à réaliser, c'est, Oui. savoir pourquoi il a mal à la tête, pourquoi ça se passe pas bien. Bah oui, enfin, si les symptômes, ils peuvent pas être différenciés au tout début entre la maladie ou une maltraitance, bon, il faut protéger l'enfant, mais ensuite, il faut quand même laisser la porte ouverte et chercher. Chercher, en effet, si l'enfant a été maltraité, donc ça, c'est grâce au suivi de l'assistante sociale, aux éducateurs qui vont voir si, en effet, chez nous, il peut y avoir des choses ou dans nos gestes, comment est-ce qu'on prend notre bébé, est-ce qu'on va s'énerver rapidement quand on l'a dans les bras. Enfin, tous nos gestes ont été regardés à la loupe. Et sinon, et si on voit qu'effectivement il n'y a pas de geste alarmant, mais dans ce cas-là, il faut regarder s'il n'est pas atteint d'une maladie rare ou si c'est pas dû à une chute ou un traumatisme. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'ils disent non, c'est bon, il y a du sang dans le cerveau, bim bam boum, Il a été on secoué. ferme, on a trouvé, il a été secoué, maintenant il faut juste trouver le coupable. Et là, c'est soit votre mari, soit vous, soit la nounou. Enfin, de toute façon, il nous faut quelqu'un. Et donc, c'est la chasse à l'homme. Il faut une réponse. Mais nous, on le sait très bien, ce qu'on a fait et ce qu'on n'a pas fait. Et jamais on a fait de mal à notre enfant. Et donc, on s'est battu pour montrer qu'il était, qu'il était malade. Et c'est ça tout voilà, tout le travail d'Aditya, c'est vraiment de protéger les enfants qui sont maltraités, mais aussi de protéger les enfants malades, parce que notre petit, il n'a jamais vu de neurologue, de neuropédiatre. Il a été remis, donc nous, on a énormément de chance parce qu'ils ont été placés chez un tiers digne de confiance. Ma mère a pris en charge mes jumeaux. Et ça a été une chance incroyable parce qu'au moins je savais qu'ils étaient avec elle et qu'ils avaient de l'amour. Et elle a pris le rôle de mère qu'on m'avait, moi, arraché. On m'avait arraché mon rôle de maman, on m'avait enlevé mes bébés. Et heureusement que je savais qu'ils étaient avec elle parce que je savais qui s'en occupait, je Avec savais comment elle allait l'interdiction s'en de les occuper. voir? Avec l'interdiction de les Oui. voir? Oui. Ah bah oui, bien évidemment. Et Mmh. jamais on a transgressé la règle, jamais je suis allée Oui. à son domicile. Non, bah non, quand vous êtes... moi, j'ai toujours regardé la juge dans les yeux et je lui ai jamais menti. Et déjà qu'on était accusé de quelque chose et que nous, on essayait de montrer patte blanche à chaque instant. Quel enfer, quel enfer. Et vous avez ça sur la tête. Et les gens, je veux dire, vous voulez présenter vos enfants à votre famille, à vos amis, et vous pouvez pas. Parce qu'on vous accuse de maltraitance Oui, et vous oui. devez vivre tous les jours avec déjà cette perte horrible de ne plus avoir vos enfants à côté de vous et de devoir expliquer à leur grande sœur pourquoi est-ce que leurs petits frères, ses petits frères sont partis. Et elle m'a dit, maman, est-ce que moi aussi je vais partir? Mais c'est horrible. Oui, c'est horrible. Elle a dû Et comment angoisser, votre trouver une petite. explication? Oui. Bah bien sûr, donc moi je l'ai tout de suite emmenée chez une pédopsychiatre pour l'aider à traverser cet enfer. Et on ne peut pas lui dire aujourd'hui, on ne peut pas tout lui dire. Ma chérie, maman et papa sont accusés de maltraitance, mais on n'a rien fait. Enfin, Ce qui est c'est très trop étonnant compliqué. dans votre histoire, c'est que votre petite, elle a eu un réflexe qui est finalement assez rationnel et logique. Quand on soupçonne des parents d'être maltraitants, on enlève tous les enfants. On ne garde Oui, pas la petite de 5 ans. bah, Ça ne vous est pas venu, ça ah bah si. Ah bah si, j'ai dit ouais. à mon avocat, Maître Étriard, je lui ai dit mais c'est pas logique. Enfin, pourquoi est-ce qu'on en enlève deux? Déjà, je comprends pas pourquoi on a enlevé son frère, son jumeau, et pourquoi, en gros, on nous laisse. Enfin, si on est les parents, les si horribles que ça, je comprends. Et puis il m'a dit mais surtout vous dites pas ça parce qu'ils vont vous l'apprendre. Oui. Je dis oui, ben non. Et puis notre grande, elle était âgée de 4 ans quand ça s'est passé. Et 4 ans, quand on vit un placement, c'est pas la même chose que quand on vit un Ah ben, placement je à vous le l'âge de 2 confirme. mois. Oui. On lui a posé Donc des non, questions à la grande. On lui a. non, Non. non, non. D'accord. C'est-à-dire que. Et heureusement, Ouais. je suis contente. Non, C'était- mais notez que tout de même que si on pousse
vraiment au plus loin qu'on peut aller, à voir si on a affaire à des parents maltraitants, ben, l'enfant de 4 ans peut à un moment être Oui, interrogé dans les circonstances, enfin dans les règles, parce que je pense que oui, quand on soupçonne des parents d'être maltraitants, et qu'il y a un enfant de 4 ans, peut-être serait-il bon de oui. demander à cet enfant si tout se passe bien. Euh, et ça n'a pas été fait non plus. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, Ninon? Alors aujourd'hui, on a récupéré nos enfants depuis 6 mois. On les a récupérés, avant l'été. L'expertise est revenue au mois de septembre-octobre et ça a entraîné une garde à vue. Alors ça, c'était inattendu et incroyable aussi, vu que pour eux, c'était une nouvelle preuve, dans le dossier. Ils voulaient nous entendre, mais cette fois-ci sous forme de garde à vue. Donc on a dû s'organiser pour, faire garder nos enfants et on a fait plusieurs heures, de garde à vue pour nous entendre vis-à-vis de l'expertise qui était revenue en confirmant, le syndrome du bébé secoué et là, on a parlé des contre-expertises et on a aussi amené des photos de la tête de notre enfant. Oui. Vraiment pour vous dire, ma mère pensait que mon fils était atteint de nanisme, tellement il avait une grosse tête. L'hydrocéphalie externe, c'est pourtant une maladie qui est reconnue depuis plusieurs années et même dans les années 70, le docteur Bernard Heichen, qui est un grand, neuropédiatre, avait, déjà écrit, comme quoi, l'hydrocéphalie externe pouvait, provoquer des hématomes sous-duraux. Donc je veux dire la littérature, médicale, elle est quand même là. Il suffit d'être moins affirmatif et j'espère vraiment que ces recommandations-là, elles doivent changer d'ici 1 an et j'espère vraiment qu'elles vont évoluer et qu'elles vont permettre, de faire en sorte que, effectivement les enfants, les réels enfants maltraités, soient protégés, mais aussi qu'on laisse la porte ouverte aux autres, enfants qui sont atteints de maladies génétiques. Vous savez, aujourd'hui en France, Heu, dans le monde, il existe 7 000 maladies rares, 10 000 maladies génétiques. Au Téléthon, je veux dire, c'est ça le Téléthon et c'est juste énorme ces chiffres-là. 3 millions de personnes en France sont atteintes d'une maladie rare et dans ces 3 millions de personnes-là, un patient sur 2 ne dispose pas d'un diagnostic précis de sa pathologie. Donc même quand on est atteint d'une maladie rare, eh ben, On n'est pas obligé des fois, de on ne sait pas. savoir. Oui, On ne sait d'accord. pas parce que la médecine est en constante évolution et on apprend tous les jours. On soigne aujourd'hui des maladies qu'on ne savait pas soigner il y a 40 ans. On découvre des nouvelles maladies tout le temps. On ne peut pas être, enfin, moi je ne sais pas, mais en médecine, je pense on ne peut pas être certain. Et là, aujourd'hui en France, il est posé de façon certaine, ce syndrome. Et ça brise, ça casse des familles, ça sépare des fratries. C'est horrible ce on est accusé, notre enfant n'est pas pris en charge et derrière on dit: «C'est vous qui avez fait ça» et non. Il existe aussi une autre, association qui s'appelle Stop Bébé Secoué et vraiment ils font un travail formidable parce que, eux, ils mènent vraiment le combat des bébés secoués, des réels bébés secoués et ils travaillent vraiment au niveau de la prévention, comme quoi il faut accompagner les parents, il faut expliquer aussi que de secouer un enfant, il faut pas le faire parce que ça peut causer des lésions. Il faut dire quand on est fatigué et vraiment ce qu'ils font, c'est remarquable comme travail. Et là, moi, aujourd'hui, je me bats chez Adikia, et Adikia, c'est une autre association qui se bat pour les maladies rares et faire reconnaître les maladies rares qui ont les mêmes symptômes, comme la maladie des os de verre avec le syndrome de Silverman. Et j'y crois, franchement, j'y crois qu'un jour, euh, la Haute Autorité de Santé fera des recommandations qui permettra d'avant tout de protéger les enfants, mais réellement les protéger et de pas de accuser avec certitude et donc de briser des familles. En attendant, Et, justement, vous avez été brisé, vous avez subi
ce mauvais traitement hein, d'informations, même de méthode pour arriver à la bonne conclusion, ce qui a entraîné tout ce dont vous venez de nous parler, ma chère Ninon. Euh, Vous avez été impacté par cette mésaventure, ce drame que vous avez vécu. Euh, Est-ce que vous avez des possibilités de vous retourner contre qui que ce soit pour justement avoir subi une situation mais, qui n'était absolument pas normale et qui vous a frappé comme ça de plein fouet alors que vous n'avez rien demandé à personne? Est-ce qu'on a le droit aujourd'hui de se retourner contre la haute autorité ou ceux qui sont à l'origine de ce placement? Voilà. Euh, les gendarmes, les éducateurs, ils font leur travail et ils l'ont très bien fait. L'hôpital aussi fait son travail, c'est-à-dire aujourd'hui, il suit les recommandations. Et, il faudrait que je demande à mon avocat, Maître Étriard, comment on peut faire, mais si un jour on pourrait se retourner, mais c'est très compliqué parce que c'est vraiment, on est vraiment sur l'apprentissage de la médecine et comme quoi la médecine évolue et évolue avec son temps, avec les connaissances qu'elle a. Et pour ça, en fait, il faut du temps pour que ça évolue, pour que la Haute Autorité de Santé mandate les bonnes personnes. Là, ils vont former des groupes de travail pour pouvoir rédiger les nouvelles recommandations. J'espère vraiment de tout cœur qu'ils vont choisir des personnes pour faire ces nouvelles recommandations qui, qui, qui vont avoir vraiment des connaissances dans les maladies génétiques, dans l'hydrocéphalie externe et qu'on sera entendu. Et c'est pour ça aujourd'hui que je prends la parole, parce que j'ai vraiment envie que les choses bougent et surtout qu'on arrête d'accuser à tort des familles et surtout que les enfants ne soient pas soignés réellement vis-à-vis de ce qu'ils ont. Et ouais, enfin, voilà, je sais pas si un jour je pourrais me retourner, mais si déjà, si déjà on arrêtait d'avoir chez Adikia des appels, vous savez, on a, euh, on a 250 appels par an chez Adikia, 250 appels par an. Et vous savez combien il y a entre guillemets, de soi-disant bébés secoués en France par an? Il y en a 400. Il y a, selon France Médecine, il y a 400 à 450 bébés secoués par an. Nous, chez Adikia, on a 250 appels par an en disant on ne comprend pas ce qui nous arrive, on est accusé d'avoir secoué notre enfant alors qu'on n'a rien fait. Quasiment la moitié. Donc c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Et actuellement, Ninon, il y a des gens qui dorment en prison parce qu'ils ont été accusés du bébé secoué, avec la mort au bout. Oui, malheureusement... Il y a des gens qui dorment en prison actuellement et qui sont innocents. Oui. Parce que nous avons une manière d'établir un diagnostic sur ce délit qui est faussé, qui n'est pas le meilleur, qui n'est pas optimisé. Et je sais qu'il y a un professeur dont je ne me souviens plus du nom, du côté de Strasbourg, et qui collaborait avec donc ses confrères allemands, qui, lorsqu'il a émis justement qu'un bébé secoué, le fait du bébé secoué se vérifiait au niveau des... vous me disiez tout à l'heure des cervicales. Eh bien, en France, ça n'est pas constaté, alors que c'est vraiment la preuve du geste que le bébé a été secoué. Et lorsque on ne sait pas établir vraiment cette situation, alors qu'elle est, on peut l'établir comme ça, eh bien, ça donne lieu à des expertises, souvent faites par des experts mais en plus qui se serrent les coudes entre eux. Et malheur aux médecins qui dit le contraire. Parce que je peux vous dire en plus que voilà, le comité des experts, c'est aussi une autre paire de manches encore. On pourrait faire encore 1 heure dessus. Bon, voilà, c'est un peu ce qui vous est arrivé hein, en plus. Hein. Totalement. Vous avez subi une mauvaise expertise faite par des experts qui n'avaient pas les connaissances pour expertiser.
Oui, mais même au début, le début, c'est vraiment à l'hôpital quand on emmène notre enfant à l'hôpital et qu'il a fait un malaise ou qui va pas bien. Et ben là, c'est de savoir dire ok, qu'est-ce qu'on fait comme examen, vers quoi on va. Et là, comme elle m'a dit, une IRM simple suffit. Et derrière, ils ont pas fait, ils ont rien fait d'autre. Ils ont arrêté tout. Et quand on arrête tout, ça peut avoir des impacts hyper graves. Et effectivement, ça peut entraîner le décès chez l'enfant. Et là, vous êtes, là, c'est plus la même cour. Là, vous êtes accusé de meurtre. Oui, Et effectivement, vous allez en prison. c'est la cour d'assises. Et c'est très grave. Oui. Et notre avocat, Grégoire Etriard, il faut savoir qu'en France, il y a un taux de condamnation qui est de 96%. Donc c'est que, heureusement, la justice condamne et il y a un taux de condamnation de 96%. Grégoire Etriard, notre avocat, avec la quantité de dossiers qu'il a, lui, il a la moitié de tous ces dossiers qui sont soit acquittés, soit en relax. La moitié. On est sur 50% qui sont relaxés et 50% où c'est en attente, ou alors il y a des condamnations mais avec du sursis, mais la moitié. Donc Oui, c'est on très est bien. loin des 96% des condamnations. Donc s'il a autant, lui, de dossiers, de familles où il y a des acquittements, où il y a des non-lieux, ça veut dire qu'ils ne sont pas condamnés et donc que le geste, et donc entre guillemets, c'est un peu, ils reconnaissent qu'il ne s'est rien passé. Mais en attendant, mais ça prend des années, une enquête pénale, ça dure en moyenne 5 ans. Mhm. Aujourd'hui, moi, mes fils, ils sont un peu plus grands, ils vont arriver proche des 2 ans. Notre enquête est toujours en cours, mais dès qu'ils tombent, Mais oui, oui, mais ils apprennent à marcher. oui, oui. Mais on vit avec la peur La tous peur au les ventre, jours oui. de s'il se passe quelque chose et qu'on doit retourner à l'hôpital, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer pour nous? Oui. Et malheureusement, quand on vit ce type de situation, après, il est compliqué de vivre dans la sérénité totale. Mais merci en tout cas, Ninon, pour votre intervention ce soir sur l'antenne d'Europe 1. Bon courage pour la suite, parce que je sais que vous n'êtes pas encore sorti complètement pénalement de cette histoire. Ne manquez pas de nous tenir au courant de l'issue. Et on vous souhaite bon courage, bien évidemment. Merci Je vous en beaucoup de prie. m'avoir écouté. Je vous en Merci à prie. tout le monde. Bonsoir, Ninon. Au Bonne revoir. soirée. Au revoir.